Bien, moi aussi, également remercier les organisateurs de m'avoir invité à venir communiquer aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui une partie des travaux que je mène dans le cadre d'une thèse de doctorat sous la direction de Florian Mazel à l'université de Rennes 2 et qui porte sur les paysages ruraux des marches de Bretagne du XIe au XVIe siècle. Donc, je vais vous présenter les sources et méthodes sur lesquelles je travaille. Je vais commencer tout d'abord par vous présenter ce que j'entends par paysage, puisque le terme de paysage est un terme extrêmement vaste qui englobe plusieurs aspects. Je travaille sur le paysage végétal et je me concentre sur deux types de paysages, les paysages agropastoraux et les paysages boisés, sachant que en fait, ces deux paysages sont souvent imbriqués au Moyen-Âge. Si je vous cite un exemple, eh bien, les espaces de parcours, les espaces de pâturage se trouvent également en forêt et dans les landes. Et l'essor du bocage introduit des boisements au sein des paysages agropastoraux au bas Moyen-Âge. Donc le paysage, il n'a absolument aucune signification pour les hommes du Moyen-Âge. Ce mot n'apparaît qu'au XVIe siècle, et ce qui fait que la notion relevant d'éléments de paysage que je vais trouver dans les sources écrites ont en réalité un autre objectif. C'est pas du tout un objectif de description du paysage. Ça va être par exemple définir la nature des cultures en vue d'évaluer la valeur d'une terre ou bien identifier, marquer les limites d'une parcelle ou d'une exploitation. Ce qui fait que ces mentions de paysage m'informent en réalité sur les usages des terres et donc sur l'histoire économique et pas du tout sur l'histoire du paysage. Et éventuellement également sur l'histoire culturelle, puisque dans ces mentions, eh bien, j'ai une idée de la perception des éléments du paysage selon les seigneurs ou les tenanciers qui déclarent les terres. Donc pour avoir un aperçu de l'ensemble de la végétation et de son évolution, je me suis tournée vers la palynologie. Donc la palynologie, c'est l'étude des pollens fossiles, et elle a été reconnue comme source de l'histoire rurale depuis les années 1970, même si les historiens ont attendu quand même un petit peu de temps pour travailler sur ces sources-là. Les premiers travaux qui ont associé palynologues et médiévistes, c'était dans les années 1980-1990, c'est les sites de Charavine par exemple, Moulins-sur-Céfon ou bien le site de Montour, plus proche, donc près de Rennes. Et ces chercheurs-là étudiaient les relations entre l'homme et son environnement, et ils se concentraient le plus souvent sur des périodes chronologiques extrêmement longues, en général l'ensemble de l'Holocène. Et ce type de recherche transpériode se poursuit toujours actuellement. On a par exemple les travaux de la Choisy près de Tours, mais il y a également une partie des travaux qui portent sur des chronologies beaucoup plus fines. Je pense aux travaux de Didier Gallo dans les Pyrénées qui travaillent sur le XIXe siècle, par exemple, et surtout à des échelles spatiales beaucoup plus restreintes. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaye de ne plus travailler sur l'ensemble de l'Holocène, mais sur un siècle, 2 siècles, 3 siècles, idéalement même quelques dizaines d'années. Et donc, mes travaux se situent dans cette perspective. Je travaille en effet, comme vous le voyez, sur 11e, 16e siècle, donc sur 6 siècles. Et donc mes analyses palynologiques renseignent le paysage sur ces 6 siècles. Et j'essaye parfois de descendre à une échelle de 1 ou 2 siècles ou d'essayer de voir des variations à des temps beaucoup plus courts, de l'ordre de quelques dizaines d'années. Je vais vous en parler après. Et donc cette volonté de pouvoir travailler sur la palynologie sur des temps très courts, ça m'a obligée à rechercher d'autres bassins de dépôt que les bassins de dépôt traditionnels, comme les tourbières par exemple, ou les bas-marais, ou les lacs glaciaires. Et j'ai cherché à trouver des bassins de dépôt qui me permettraient d'avoir 1 cm dans 1 cm de dépôt à peine quelques années de dépôt. Et j'ai également dû réfléchir à la confrontation avec les sources écrites, chaque discipline et chaque source ayant des biais extrêmement différents, et donc je suis en fait dans une démarche interdisciplinaire. Donc je vous montre ici la situation de l'espace d'étude. Il est situé sur les marches de Bretagne, je n'ai pas situé Lorient, désolé, vous avez juste Rennes. Donc il est situé sur les marches de Bretagne. En réalité, c'est un espace assez flou, c'est-à-dire que je ne travaille pas toujours sur l'ensemble de ce territoire. C'est vraiment en fonction des sources disponibles, sources écrites ou sources palynologiques. J'ouvre des fenêtres sur cet espace d'étude, des fenêtres plus ou moins larges. Et les bornes chronologiques 11e, 16e siècle ont également été définies par les sources disponibles, puisque donc je vous montre ici l'emprise chronologique de l'ensemble des analyses palynologiques de mon espace d'étude. Et vous voyez que la plupart des analyses palynologiques commencent autour du XIe siècle. J'ai peu d'analyses qui renseignent les paysages antérieurs. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé l'analyse au XIe siècle. Et je m'arrête dans la seconde moitié du XVIe siècle, puisqu'elle a été définie par Alain Croix comme le début de l'âge d'or de la Bretagne. Il me semblait intéressant de voir, d'essayer de voir l'essor
l'essor économique retranscrit sur les diagrammes palynologiques. Donc, je vais vous présenter les sources disponibles et leurs apports à limite. Donc, je vais commencer par les sources écrites et ensuite je vous parlerai de la palynologie. Les sources écrites qui traitent du paysage rassemblent les sources classiques de l'histoire rurale de l'ouest de la France. Ce sont les chartes que vous voyez en bleu qui dominent, du coup les textes, enfin les actes pour le XIe, XIIIe siècle, et les aveux qui renseignent plutôt la fin de mon espace, enfin la fin de ma chronologie, donc le XVe siècle. Je n'ai pas représenté sur cette figure le XVIe siècle parce qu'il y a une documentation qui est tellement importante que j'ai été obligée de faire des sélections. Et donc le nombre de documents n'est absolument pas représentatif des archives disponibles pour le secteur. Donc, comme je vous l'ai dit, on voit la présence écrasante des chartes et des aveux. Et je vous ai marqué ici une césure en ligne pointillée. Cette césure, eh bien, évidemment, c'est le changement de type de source qui entraîne cette césure. D'abord parce que j'ai un passage du latin au français, qui fait que je ne peux pas comparer les termes entre eux, puisque un pratum mentionné dans les chartes latines ne va pas nécessairement correspondre à ce que les aveux vont décrire comme un prêt. Et par ailleurs, le changement de source entre les aveux et les chartes empêche également de confronter et de comparer ces sources, puisque les objectifs ne sont pas les mêmes pour ces deux types de sources. Ce que l'on voit également avec cet histogramme, c'est qu'il y a deux périodes qui sont vraiment bien renseignées. La période 1150-1300 et puis la période 1400-1600. Je retrouve le hiatus documentaire pour la période 1300-1400. Alors ici, il y a un biais, on a l'impression qu'il y a pas mal de sources, mais en réalité, j'ai quantité d'actes qui datent de 1399. Et j'ai surtout une sous-représentation ici pour le début du XIe siècle. Ça veut dire que lorsque je vais travailler sur mes sources écrites, je vais travailler essentiellement sur les périodes 1150-1300 et sur les périodes 1400-1600. À l'échelle de l'espace d'étude, il y a également un décalage dans ces types de sources. Pour résumer, je vous ai mis ici pour le XIe, XIIIe siècle l'exemple d'un type de mention, ce sont les pratums. Les pratums, ce sont des prêts de fauche qui sont énormément mentionnés dans les sources écrites au Moyen-Âge. Et vous voyez que la très grosse majorité des mentions renseignent le sud de l'espace d'étude. Et puis, il y a quelques mentions importantes sur Fougères et la Ramée, mais en réalité, c'est une unique parcelle qui est renseignée sur 50 ans parce qu'il y a de multiples conflits. Donc ça veut dire que pour le XIe, XIIIe siècle, la plupart des documents vont renseigner un tout petit territoire sur cet espace-là et je n'aurai quasiment pas d'informations sur le reste du territoire. Pour le XIVe siècle, il y a très peu d'informations et en général, en fait, elles sont réparties sur les forêts. Ce sont les comptes de gruerie, les comptes de gestion de forêt. Et pour le XVe, XVIe siècle, là c'est pareil, j'ai une partition. Tous les paysages qui vont renseigner les terres nobles, je vais avoir des renseignements sur cet espace d'étude, tandis que les terres non nobles, c'est ce secteur-là qui va être renseigné. Or, bien, ça pose un problème puisqu'on a en fait une césure, une coupure au niveau du Couesnon. Il y a un changement donc, dans les paysages qui sont liés du coup au climat, qui sont différents entre le sud et le nord. Ici, on a un climat qui est beaucoup plus continental. Et également la topographie qui est différente. Et donc, les paysages et l'organisation des paysages sont différents entre ces deux secteurs. Et donc, je ne peux pas comparer les terres nobles des deux secteurs, ni les terres non nobles de ces deux secteurs. Donc, c'est un souci avec les sources écrites. Alors ces aveux dont je vous parlais, ce sont des déclarations, les déclarations qu'un vassau fait de l'ensemble des biens qu'il possède sur ces domaines, et notamment sur les réserves seigneuriales. Ce qui fait qu'on a des informations sur une échelle vraiment très locale, d'une tenure à une date précise, où lorsqu'on peut procéder à ce qu'on appelle la méthode régressive en histoire rurale, on peut avoir l'évolution de la nature des exploitations depuis les paysages les plus récents, ici fin 18e, jusqu'aux paysages les plus anciens autour du 15e siècle. Et ce qui fait que ça va nous permettre, vous voyez, de voir l'évolution, notamment les développements des vergers, vous voyez ici au XVIIe siècle, qui ont tendance ensuite à disparaître au XVIIIe siècle. Voilà, les vergers, on les voit systématiquement se développer à partir du XVIe et du XVIIe siècle. Donc voici comment est-ce que je travaille sur les sources écrites. Et l'autre source sur laquelle je travaille, eh bien, c'est la palynologie. Donc je ne travaille pas du tout en contexte archéologique, comme Rémy Corbineau, mais en contexte naturel, en fait, c'est-à-dire sur les tourbières, sur les bas marais, sur les étangs.
Et je travaille également dans la diachronie, donc pas uniquement sur une année, mais sur plusieurs siècles. Donc c'est vraiment une autre approche. Et la palynologie en contexte naturel, elle renseigne l'ensemble du paysage végétal, avec les usages anthropiques, c'est-à-dire qu'on va avoir des informations sur l'impact de l'homme sur la végétation, lorsqu'il va procéder à des défrichements, par exemple, on va les voir sur le diagramme polynique, lorsqu'il va faire des mises en culture, lorsqu'il va y avoir des activités pastorales également, et on peut mesurer l'intensité de ces activités pastorales ou l'intensité des mises en culture. Voilà. Et on remarque également les phases d'intensification, puis les phases de déprise, et quelque chose que les palynologues cherchent beaucoup à voir, c'est notamment la déprise du XIVe siècle, par exemple. Donc, je vous montre ici l'ensemble des analyses palynologiques qui ont été réalisées sur mon secteur d'études. Donc, celles qui sont en blanc, ce sont celles que j'ai exclues, soit parce qu'on manquait de datation radiocarbone, soit parce que ces analyses qui sont assez anciennes n'étaient pas assez précises pour pouvoir travailler sur les paysages agropastoraux. Donc au nord, ce sont des données palynologiques qui ont été acquises dans les années 80-90, et ces analyses palynologiques renseignaient finalement des secteurs qui étaient très peu renseignés par les sources écrites. Donc dans le cadre de ma thèse, j'ai ajouté les 5 données qui sont ici depuis les Véry, puis les 4 données sur le bassin rennais, puisque c'était là où on avait le plus de sources écrites, et donc l'intérêt c'était de pouvoir confronter les données des sources écrites avec les données palynologiques. Donc je vous présente ici un diagramme palynologique partiel, je n'ai pas mis toutes les courbes, pour vous expliquer rapidement comment est-ce qu'on lit un diagramme palynologique. Donc en fait on le lit de droite à gauche. On commence donc ici par les périodes les plus anciennes et on va ici jusqu'aux périodes les plus récentes. On oppose au centre, ce que vous voyez ici avec des hachures, c'est ce qu'on appelle le taux AP sûreté. En fait, c'est le taux de boisement. C'est ce qui m'indique l'ouverture ou la fermeture du milieu. Donc, par exemple, ici, vous voyez qu'en fait, le milieu, il reste globalement, boisé. J'ai un degré de boisement qui est identique du 5e siècle jusqu'à l'actuel. Mais on peut avoir deux extrêmes. On peut avoir des taux extrêmement élevés d'AP sûreté qui vont nous indiquer une forêt dense et des taux extrêmement faibles, autour de 5-10%, qui vont nous indiquer un paysage complètement dégagé. On étudie également les boisements de sol drainé. Ici, je vous ai mis uniquement le chêne et des boisements de sol humide comme l'aulne. Les taxons qui m'intéressent le plus, en fait, ce sont les taxons anthropiques. Donc, ce sont ceux que vous voyez en jaune ici. Donc, ce sont les pollens de céréales. Parmi lesquels on va pouvoir distinguer les cultures de seigle et les cultures de sarrasin. Toutes les autres cultures, on ne peut pas les distinguer parce que les pollens sont identiques et donc on les regroupe sous le terme de céréaliotype. Ça veut dire que je vais pouvoir connaître que les cultures de seigle et que les cultures de sarrasin. On sait également distinguer les cannabacées, qui sont donc le chanvre et le houblon, qu'on ne peut pas distinguer, donc on les met sous le terme de cannabacées, mais en général, quand on a des pourcentages aussi élevés, c'est que ce sont plutôt des cultures de chanvre. Et lorsqu'on a des pics plus élevés, on peut se poser la question de pratique de ruissage, donc de chanvre mis à pourrir dans l'eau pour pouvoir en extraire les fibres. Les autres taxons qui nous intéressent en palynologie, ce sont les deux au-dessus en noir ici, puis ceux que je vous ai mis en rose, ce sont des sommes polyniques. C'est ce qu'on appelle les taxons rudéraux. Donc ce sont tous les indicateurs de lieux piétinés, de lieux pâturés et de lieux cultivés. Et puis on a ensuite les taxons, donc d'autres taxons herbacés, et puis des taxons de plantes humides et aquatiques, c'est ceux que vous voyez ici en kaki, et puis donc ce taxon qui est au-dessus, qui est un taxon aquatique, qui m'indique par exemple ici que j'ai eu la mise en eau d'un étang. Donc voilà les taxons que l'on regarde en palynologie. Et depuis quelques années, on ne se contente plus seulement de regarder les pollens. En fait, depuis une quarantaine d'années, les palynologues s'intéressent également à ce qu'on appelle les microfossiles non polliniques. Je vous ai mis des exemples ici. Vous avez 3 exemples d'algues. Ici, c'est une cyanobactérie, c'est une Adabaena. Et vous avez ici 2 exemples de spores. Ici, une spore Hormiella qui est une spore coprophile, donc qui pousse sur les déjections animales. Et ici, une spore qui s'appelle la Gelasinosspora, qui est un indicateur de brûlis. Donc ces indicateurs MNP, on les appelle les MNP, microfossiles non polliniques, ils sont extrêmement intéressants parce qu'ils vont nous donner des informations qu'on n'aura pas avec la palynologie. Par exemple, le pâturage, en palynologie, on peut le percevoir avec les rudérales, sauf que les rudérales, ce sont des indicateurs de lieux pâturés, piétinés et cultivés. Et en fait, on ne peut pas savoir si jamais ces taxons-là nous indiquent un lieu cultivé ou bien un lieu pâturé. Alors que lorsque l'on a des champignons coprophiles, on sait qu'il y a un pâturage localement.
De la même manière, du coup, pour ces spores qui indiquent des pratiques de brûlis, elles indiquent des pratiques de brûlis à l'échelle locale. Donc lorsque, en plus, on a analysé les microcharbons sur le diagramme palynologique, ça nous permet, par exemple, d'étudier des traces de brûlis, des traces de culture temporaire avec des pratiques de brûlis, ou bien de mettre en relation un défrichement de la Chênaie, par exemple, avec ces microcharbons et ces indicateurs de brûlis. Et les algues, elles nous servent encore à autre chose, elles nous servent à étudier les eaux et les sols pollués, donc avec les cyanobactéries et les algues vertes, qui sont en fait de très bons indicateurs des eaux mésotrophes et eutrophes, donc des eaux moyennement polluées et des eaux très polluées. Et par exemple, typiquement ici, vous voyez qu'on a énormément de cyanobactéries, et là, ce pic de cyanobactéries, il est lié à cette phase de ruissage du chanvre. Quand on a mis le chanvre à pourrir dans l'eau, ça a provoqué une pollution dans l'eau qu'on repère ici. Et donc, à travers ces microfossiles non polliniques, je peux travailler sur la résilience des milieux. Lorsqu'on arrête une activité agropastorale, est-ce que le milieu arrive à revenir à ce qu'il était avant, c'est-à-dire un milieu non pollué, ou bien est-ce que cette pollution va rester constante? C'est une des choses sur lesquelles je travaille. Donc, une dernière chose sur ce diagramme palynologique, c'est un unique échantillon. Par exemple, vous voyez ici l'échantillon numéro 70. Il va regrouper un nombre plus ou moins important d'années en fonction de la vitesse de sédimentation. C'est-à-dire que les dépôts sédimentaires que vous voyez ici, ils vont se déposer plus ou moins rapidement. Lorsqu'on met un étang en eau, par exemple, les premières années de dépôt vont se faire extrêmement rapidement. Et donc, en fonction de cette vitesse de sédimentation, je vais avoir un nombre d'années plus ou moins important dans les sédiments. Ici, sur ce site-là, qui s'appelle Sérigné, c'est un des sites les plus précis. 1 cm, j'ai 4 ou 5 années à l'intérieur. Donc c'est extrêmement précis. Par contre, sur un autre de mes sites qui s'appelle le Brel-Rigaud, comme le palynologue qui a travaillé dessus a regroupé, en fait, a traité 2,5 cm, un échantillon correspond à 90 années. Donc dans ces cas-là, lorsque un échantillon correspond à 90 années, évidemment, tout ce qui est gestion intensive, extensive, culture temporaire, vous voyez tous ces changements très courts, m'échappent complètement, je ne peux absolument pas du tout travailler dessus. Donc la palynologie nous renseigne, donc, comme vous voyez, sur des temps très courts, mais l'intérêt aussi, c'est de pouvoir spatialiser les données. Étant donné que je travaillais sur les sources écrites, que je pouvais spatialiser à des endroits bien précis, ce qui était intéressant, c'était de pouvoir spatialiser les données polliniques et de pouvoir indiquer, par exemple, où étaient les champs cultivés, où étaient les prés, où étaient les prairies pâturées. C'était un des objectifs de ma thèse. Et donc pour ça, il a fallu que je travaille sur le signal pollinique. On travaille sur le signal pollinique à partir en fait, on fait de l'archéologie expérimentale. On travaille à partir de la pluie pollinique actuelle. On va faire, moi par exemple, c'est le signal du sarrasin qui m'intéressait. Je voulais savoir, lorsqu'on avait des champs de culture de sarrasin, en fonction des pourcentages, en fonction des superficies, quel pourcentage de pollen on allait avoir. C'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, on a des cultures de sarrasin. On a des indices de culture de sarrasin à l'époque médiévale, à partir du XIIe siècle, donc bien avant les mentions des sources écrites. Et il était intéressant de savoir si ces cultures de sarrasin étaient en fait des petites superficies, au contraire des grandes superficies. Est-ce que c'était un signal régional aussi, ou un signal local? Donc pour pouvoir comprendre ça, eh bien, on va travailler sur la pluie pollinique actuelle. Donc on va ramasser des mousses qui piègent les pollens autour des champs de sarrasin, par exemple, et on va analyser les pollens qui sont dans ces mousses en suivant certaines distances. On va commencer au milieu du champ, puis on va s'éloigner au fur et à mesure. Et on va voir jusqu'à quel moment on ne perçoit plus les cultures de sarrasin. Voilà. Et on fait ça également sur l'ensemble des pollens qui sont compris dans ces mousses, l'ensemble de la végétation. Et ça nous permet de comprendre que 80% des grains de pollen que vous voyez ici sur ce diagramme proviennent d'un rayon qui est compris entre 0 et 100 mètres autour du point de sondage. Donc en gros, 80% de mon signal pollinique me renseigne à l'échelle d'une parcelle ou de quelques parcelles. 20% vont me renseigner sur un signal régional qui va être compris entre 100, 500 mètres et jusqu'à 10 km, donc en gros l'échelle d'une ou deux paroisses par exemple. Et 1% va me renseigner à une échelle extra-régionale au-delà de 10 km. Donc ça va être par exemple les pollens de pin qu'on a fréquemment à l'époque médiévale, alors qu'en fait il n'y a absolument aucune aucune plantation de pin à l'époque médiévale. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête lorsqu'on veut pouvoir comparer les données polliniques avec les sources écrites. En fait, il faudrait avoir idéalement des sources écrites juste à l'emplacement où on a fait nos sondages polliniques. Sauf que malheureusement, c'est extrêmement rare de pouvoir croiser ces informations-là.
Donc justement, pour finir, je vais vous parler donc de la méthodologie du croisement de sources très rapidement. Donc, comme je vous l'ai montré, en fait, les disciplines présentent des biais. La palynologie va obligatoirement être traitée dans la diachronie, au moins sur 1 ou 2 siècles, mais je peux varier les échelles, je peux travailler sur des échelles locales, sur des échelles régionales, en croisant plusieurs diagrammes, voire à l'échelle de l'ensemble d'espaces d'études, si jamais je travaille sur l'ensemble de mes diagrammes. En revanche, les sources écrites, comme je vous l'avais expliqué, en fonction du type de source, je vais avoir des informations qui vont être plus ou moins locales, ou au contraire, plus ou moins, par exemple, au XIe, XIIIe siècle, je vais avoir des informations sur l'ensemble de mon espace d'études. Au XVe, XVIe, ce sera des informations extrêmement locales. Et donc, je dois tenir compte de ces biais lorsque je croise l'ensemble de mes données. Et donc, une des manières de franchir ces biais, ça a été de travailler sur des jeux d'échelles, donc en variant en permanence échelle locale, échelle régionale, ensemble de l'espace d'études, et en variant également les échelles chronologiques en travaillant parfois à l'année ou à la dizaine d'années, jusqu'à l'ensemble de la période, et donc en choisissant les sources qui pouvaient me renseigner au fur et à mesure sur l'ensemble de ces échelles. Et une des autres solutions pour pouvoir croiser l'ensemble de ces données, ça a été d'adapter la palynologie, et donc de chercher à avoir une résolution chronologique la plus fine possible et me rapprocher des habitats, donc des secteurs où j'avais des sources écrites, à être en gros à 100 mètres maximum des secteurs où j'allais avoir des sources écrites, et donc pouvoir trouver des bassins de dépôt qui allaient me renseigner en fait sur des temps très très courts, comme ici à Sérigny, où 1 centimètre correspond à 4 années de dépôt. Et donc, à Sérigny, ça a permis de pouvoir repérer le signal de culture temporaire, qui était quelque chose que l'on cherchait, qui ne sont absolument pas du tout mentionnés dans les sources écrites pour le Haut Moyen-Âge et le Moyen-Âge central. Et en fait, on a eu ici, entre le 5e et le 11e siècle, des indices de culture temporaire sur ce site-là. Je vous ai indiqué en rouge, du coup, les courbes polyniques, enfin les courbes qu'il faut regarder. Vous voyez ici les cultures, les champs cultivés, qui fluctuent, c'est-à-dire que des fois on a moins de 1%, des fois on a un peu plus de 1%. Et de la même manière, on voit ici les rumex qui poussent sur les friches, qui fluctuent également. Et de la même manière pour les plantains qui, eux, ces plantains lancéolés, sont associés à des prairies pâturées. Et vous voyez ici les spores coprophiles qui m'indiquent également des pâturages sont également elles aussi plus ou moins présentes. Et si on regarde les algues qui indiquent des milieux eutrophes liés aux pratiques agro-pastorales qui vont être autour de l'étang ou autour du cours d'eau, eh bien on voit également que ces indicateurs de trophisation vont et viennent. Et ces indicateurs de trophisation, par du coup des analyses également sur les algues actuelles, eh bien on sait que c'est lorsque vous allez mettre des cultures, lorsque vous allez mettre des terres en culture sur les versants d'une vallée en fait, eh bien vous allez avoir une érosion. Forcément, en cultivant, vous allez avoir une érosion beaucoup plus importante que si jamais vous avez des terres en prairie. Et donc, c'est cette érosion qui provoque cette eutrophisation. Et donc, ce que l'on voit ici, ces phases-là, eh bien, vous voyez une phase de mise en culture, puis une phase d'abandon, une nouvelle phase de culture, une nouvelle phase d'abandon. Et enfin, lorsque je parle d'abandon, en réalité, c'est probablement un éloignement de ces prairies. Donc, ça peut être soit des cultures qui sont très proches du cours d'eau, puis qui vont s'éloigner pendant un certain temps, puis qui vont se rapprocher. Ou alors des cultures qui restent au même secteur, mais où on va mettre des terres en culture, par exemple, tous les ans, puis les mettre en jachère pendant 25 ans, puis on va reprendre une culture intensive, toujours sur les mêmes surfaces, puis on va les mettre en jachère pendant un certain temps. Et ce type de pratiques, donc, était... voilà, on ne les avait pas dans les sources écrites, on a pu les trouver grâce à la palynologie, donc en travaillant sur... en fait, en choisissant de travailler sur une résolution chronologique extrêmement fine. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci.